va avoir une intervention à deux voix avec Cyril Tissot et Damien Le Guyadère. Je ne sais pas qui commence. Donc moi j'ai une grosse voix, mais je vais faire qu'une seule voix quand même. On va vous présenter les travaux donc de la tâche 3.5. Alors cette tâche en fait elle était dévolue à deux sous-actions. Donc une qui s'intéressait à la problématique de modéliser les interactions entre activités marines et entre activités marines et parcs éoliens offshore. Et puis une seconde donc, qui était plutôt dédiée au développement d'un modèle d'optimisation spatiale avec pour perspective d'identifier des sites d'implantation de moindres contraintes. Donc c'est un travail collectif, je n'ai pas mis tous les contributeurs, mais bon, c'est un travail qui a mobilisé la plupart des laboratoires intégrés au projet APIL et puis de bureaux d'études, donc Terra Maris et Geoforces. Donc je vais présenter le travail avec Damien Le Guyadère, laquelle gérant de Geoforces, qui est juste à côté de moi, à ma gauche. Donc en fait, la problématique qui se posait sur cette action-là, c'était déjà d'une part de caractériser la diversité des différentes activités présentes donc, sur le site, et puis d'être en mesure de proposer en fait une analyse qui tienne compte de la dimension temporelle de ces activités. On sait que c'est souvent un point assez complexe lorsqu'on s'intéresse à la problématique de l'analyse des activités en mer. Et donc pour ce faire, on a établi en fait 4 phases de travail en fait qui viennent un peu en amont du développement du processus d'optimisation proprement dit. Donc il y a déjà un travail qui consiste à recenser les activités présentes en Bretagne Sud et à réaliser une typologie hiérarchique qui permette de tenir compte un peu des différentes échelles d'analyse de ces activités. Ensuite, il y a une phase d'intégration, d'acquisition de données et d'intégration donc, en fonction des données disponibles. Donc là, je vous montrerai, on a mixé pas mal de sources de données différentes en fonction de ce qui était disponible sur l'ensemble de la zone. Ensuite, on a travaillé donc sur une production de cartographie des zones de pratique à l'échelle saisonnière. Alors, on a choisi finalement de décliner la dimension temporelle à l'échelle saisonnière parce que c'est ce qui était le plus en phase avec la diversité des données disponibles. Et puis, finalement, la temporalité qu'on pouvait obtenir assez facilement à travers donc, les différentes sources de données qu'on pouvait mobiliser. Et puis, il y a une dernière phase donc, d'analyse des interactions spatio-temporelles proprement dites. Je ne rentrerai pas trop dans le détail ensuite des problématiques de sensibilité parce que ça, ce sera réévoqué dans le processus d'optimisation. Donc en gros, là c'est pareil, c'est des travaux assez classiques. Donc on est reparti en fait d'une structuration de typologie en différents groupes, donc depuis des usages génériques jusqu'à des activités donc qui sont déclinées jusqu'au niveau unitaire. Donc là l'idée c'était surtout de différencier en fait les différentes modalités de pratique de ces activités. De savoir si c'était des activités d'ordre récréatif, d'ordre professionnel, ou alors qui pouvaient être encadrées ou non. Donc on avait besoin d'avoir cette discrimination-là pour aussi pouvoir établir des protocoles d'acquisition de données qui soient pertinents. Donc en termes de jeux de données qui ont été mobilisés donc, sur cette tâche-là, donc il y a eu différentes sources de données qui ont alimenté les travaux. Donc il y a les données du questionnaire qu'a présenté Ingrid tout à l'heure. On a aussi donc sur les aspects de données liés à des usages récréatifs, travailler aussi sur les déclarations de manifestations nautiques encadrées, donc au niveau du Morbihan et du Finistère. Puisque je vous montrerai, on s'est intéressé à une zone relativement large, on dépasse largement donc, le site d'implantation de Groix-Belle-Île, puisqu'on a essayé d'investiguer toute la Bretagne Sud pour avoir aussi des éléments de comparaison et pouvoir aborder le processus d'optimisation donc avec une zone suffisamment exhaustive pour ne pas finalement cibler quelque chose qu'on connaît déjà. Et ensuite, donc, on a eu un certain nombre de données donc, qui ont été analysées essentiellement par Damien, donc des données AIS qui provenaient de Marine Traffic, et puis des données pour la pêche qui provenaient de Global Fishing Watch. On a dit tout à l'heure, on n'a pas pu avoir accès aux données Valpena, et donc on s'est rabattu en fait, sur d'autres sources de données disponibles. Je n'entrerai pas trop dans le détail en fait, de la diversité des données, des problématiques d'appariement de données. On est sur des données qui sont hétérogènes du point de vue spatial, du point de vue temporel. Donc tout ça a fait l'objet bien sûr de normalisation pour essayer bien sûr de pouvoir avoir des éléments de comparaison entre ces différentes données. Je vous invite pour ceux que ça intéresse à consulter le livrable donc, qui est disponible sur le site de France Énergie Marine. Donc en gros là vous avez à l'écran 3 sources principales. Donc en bas à gauche donc, des données déclaratives. Donc là c'est de la numérisation qui a été réalisée par la personne qui a fait la déclaration auprès de la DDTM. Au centre des données de Global Fishing Watch, donc à l'échelle de la façade Atlantique et Manche-Mer du Nord, et puis à droite donc des données de saisie donc issues des questionnaires que vous a montré Ingrid tout à l'heure.
Donc l'idée là, c'était de pouvoir regrouper ces données donc à une échelle saisonnière pour pouvoir ensuite les cartographier. Donc voilà à peu près ce que ça donne en termes de cartographie. Je vous ai juste montré quelques exemples que vous ayez une idée de la manière dont on segmente les choses. Donc on est au niveau de la typologie, donc au niveau des activités génériques là, donc pour le transport maritime, le transport de passagers, les activités nautiques. Là, vous avez une synthèse annuelle pour la pêche, donc, qui est extraite de Global Fishing Watch. Et donc là, l'objectif par rapport à tout ça, c'est bien sûr de commencer à travailler sur les problématiques d'interaction entre activités, puisque là, on est en mesure, effectivement, d'avoir une représentation de la distribution spatiale des activités, de voir un peu quelles sont les zones qui sont plus ou moins fréquentées en fonction du type d'activité. Maintenant, la problématique qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que ces activités entrent en interaction et où. Donc en fait, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des analyses d'interaction spatio-temporelle, puisque, vous l'avez bien compris, l'enjeu, il est d'arriver à déterminer, lorsqu'on a un recouvrement qui est à la fois spatial et temporel de deux activités ou d'un ensemble d'activités. Donc on est obligé, effectivement, d'éliminer les faux positifs, où vous avez deux activités qui se superposent, mais pas au même moment, ou lorsque vous avez des activités qui vont intervenir à différents endroits pour le même pas de temps. Et donc ça nécessite effectivement de trier et de pouvoir interroger ces données pour pouvoir réaliser du calcul d'interaction. Donc en fait, ces calculs d'interaction, ils peuvent amener à la production de matrices, comme celle-ci, qui rendent compte en fait du nombre d'interactions et puis qui permettent aussi d'identifier les activités concernées. Donc ça se lit comme ceci. Il y a un pointeur sur ce... Non, bon, pas. Oui, voilà, je pourrais pas, je vais me faire un torticolis. Bon, c'est pas très grave. Donc, en gros, ça se lit comme ceci. Donc, si on regarde la ligne horizontale, on est sur vedette à moteur. On a un score de, avec mes yeux qui vieillissent, 273 27 382 interactions, avec une autre activité qui est de la numéro 4 et qui correspond au voilier. Ça veut dire qu'on a 27 000 entités dans toute la Bretagne Sud où on a une interaction entre ces deux activités au cours de l'année qui a été investiguée. Donc bien sûr, après, on peut décliner cette information à l'échelle saisonnière en fonction du type d'activité, etc. Mais ça donne en fait une information sur on va dire les forces en présence d'une certaine manière et en fait les zones d'enjeu en termes de superposition d'activités dont certaines peuvent être à interaction négative. Donc ça, c'est aussi une autre partie du travail qu'on a fait que j'aborde pas trop ici, c'est de savoir un peu quelles sont à dire d'acteurs, quelles sont les activités qui sont en interaction négative. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a produit des cartographies de ces interactions à l'échelle saisonnière. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une idée du nombre d'interactions. Donc là, on s'est focalisé uniquement sur ces cartes-là, sur les interactions négatives. Donc en gros, ça fait ressortir un peu les zones d'enjeu qui sont déjà sous forte pression et où on a déjà un fort niveau d'interaction entre des activités. Alors, qui sont en interaction négative, ça veut dire qu'elles peuvent être soit concurrentielles, soit qu'elles peuvent présenter des risques du point de vue de la sécurité maritime. Et voilà, j'ai terminé et je passe la main à mon voisin. Donc, une fois dont on disposait ces informations, on a tenté en fait de développer une approche méthodologique qui vise à identifier des zones de moindre contrainte pour implanter des parcs éoliens offshore flottants via une approche d'optimisation spatiale. Donc ce travail, on l'a fait avec Cyril et aussi Clara Jarry qui a été une stagiaire de Master 2. Et puis comme Cyril l'a dit aussi, on a dû collecter des informations complémentaires via le consortium mobilisé dans le cadre d'APIL. Sur le plan du contexte général, on se posait deux questions principales. La première, c'était comment identifier des zones d'implantation potentielles qui vont maximiser un potentiel de production énergétique tout en minimisant des interactions négatives avec des compartiments biologiques, mais aussi socio-économiques. Puis, comment mobiliser ce modèle afin de réaliser des simulations prospectives, spatialisées, et cela selon différents scénarios. Afin de tenter d'y répondre, on a posé deux hypothèses principales. La première, c'est qu'on mobilise le cadre conceptuel de la planification systématique de la conservation pour identifier ces sites d'implantation potentiels. Et afin d'approcher le coût associé, alors ce n'est pas un coût monétaire, mais afin d'approcher le coût associé à ces interactions, on a essayé d'élaborer une évaluation via le cadre conceptuel des effets cumulés ou multiples. Donc on n'a pas beaucoup de temps cet après-midi, donc je ne peux pas trop décliner les éléments.
mais on pourra y répondre si vous avez des questions ultérieures. Alors clairement, dans le cadre d'un exercice de planification de systématique de la conservation, on va avoir une cible, hein, qui est le potentiel de production. On va se fixer des objectifs. Par exemple, on veut obtenir une zone qui va représenter l'équivalent de production de 24 mégawatts, par exemple, annuel. Et le coût qu'on a choisi de retenir, c'est un coût composite, non monétaire, hein, comme je vous le disais, qui est sans dimension, et qui est composite car il comprend deux indicateurs différents. Le premier, c'est l'indicateur de sensibilité cumulée des composantes de l'écosystème face aux activités générées par un parc éolien offshore flottant. Et le second, un indicateur d'interaction négative cumulée des activités anthropiques avec les activités associées au parc éolien offshore flottant. Donc d'où l'intérêt de poser cette question dans ce sens-là, c'était que ça permet d'expliciter les objectifs quantitatifs de production, donc c'est intéressant dans le cadre de la scénarisation, et que ça permet implicitement d'intégrer les interactions potentielles à la fois entre le parc éolien offshore flottant et les écosystèmes, et le parc éolien offshore flottant et les activités anthropiques. En termes de limite, c'est que lorsqu'on va avoir les résultats des zones qui vont potentiellement être identifiées, c'est qu'il s'agit de décomposer ensuite les résultats pour identifier les effets sur chaque indicateur. Par la suite, j'ai une représentation assez schématique là, de la méthode, mais bon, qui a l'avantage d'expliquer un peu la démarche. On va disposer de contraintes de production relatives à la bathymétrie, la courantologie, le vent, qui vont nous permettre d'avoir un ensemble de zones potentielles qui vont convenir à l'éolien offshore. On va disposer aussi de contraintes réglementaires pour lesquelles on va avoir des zones qui vont être exclues de ces sites potentiels. Puis on va avoir deux types d'informations relatives aux récepteurs anthropiques et aux récepteurs environnementaux. Donc là, on va avoir l'information spatialisée sur la distribution des métiers de pêche professionnelle, des activités de loisirs, de transport maritime et d'autres activités, que l'on va combiner avec des indices de sensibilité qui n'existaient pas, qu'il a fallu co-construire dans le cadre du projet APIL. On fera la même chose pour les récepteurs environnementaux. Alors dans l'idéal, il aurait été intéressant de mobiliser à la fois les habitats benthiques, les habitats pélagiques, la vie faune marine, les mammifères marins, etc. Dans le cadre du projet, on s'est limité à la mobilisation des habitats benthiques. Ce qui nous amène à sommer en fait ces deux indicateurs pour obtenir une contrainte de coût qu'on va chercher à minimiser dans le cadre de l'exercice de la planification, de l'optimisation spatiale. Donc voici la zone d'étude qu'on a retenue. Alors ça a été défini a priori, une zone tampon de 50 km de part et d'autre du site pilote, sachant que là, dans l'exercice, on s'abstraut complètement en fait, du site pilote. On fait comme s'il n'y avait pas de site pilote qui était identifié, ni encore de zone de production par la suite. Donc, ce qui est en petites cellules d'abeilles, là, ça correspond à des mailles de 1,5 km qui correspondent à une distance interéolienne, comme on l'a vu précédemment. Et ces zones se situent dans la zone de potentiel technique éolien flottant définie par le CEREMA, qui correspond aux critères qui sont mentionnés sur la diapositive ici. Dans le cadre de l'exercice ici, on a retenu un potentiel de production homogène sur l'espace parce qu'on n'en avait pas d'autres. Mais lorsqu'on en disposera sur d'autres sites ou sur ce site-là d'une variabilité spatiale de la production, on pourra l'intégrer évidemment dans le modèle. Quelles sont les données qu'on a mobilisées? Alors voici les données de coût. Donc ces deux cadres représentent la sensibilité cumulée à gauche pour les récepteurs anthropiques, donc pour les activités humaines, et à droite pour les récepteurs environnementaux, donc les habitats benthiques. En ce qui concerne les activités, on a retenu donc 8 activités, donc les activités de loisirs, le voilier de loisirs, transport de commerce, transport de passagers. Pour la pêche professionnelle, on avait la Seine, enfin les Seines, le chalut, la palangre dérivante, les engins fixes et les autres engins. Donc on avait des informations spatialisées sur ces activités et que l'on a complété avec des indices de sensibilité via ce qu'on a appelé des triplets APR pour activité, pression, ressources. Ça veut dire tout simplement, on a essayé de savoir quelle était la sensibilité d'une activité face à une pression exercée par une activité spécifique du parc offshore flottant. On a fait le même pendant pour les habitats benthiques.
donc qui a mobilisé 16 catégories d'habitats benthiques et qui a été caractérisé par 96 ou 94 triplets ou indices de sensibilité. En ce qui concerne les zones réglementaires que l'on a retenues, il y a différents types de zones. Des zones militaires de tir, des zones militaires de dépôt d'explosifs, des chenaux d'accès au port et une zone de dragage. Donc ça excluait automatiquement les zones potentielles qui pouvaient être sélectionnées. Et enfin, un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'on a rajouté une autre contrainte sur les potentialités de sélection de ces sites. C'est une contrainte de distance à la côte, estimant que plus un parc serait proche de la côte, plus on favorisait cette sélection-là. Parce que ça générait moins de coûts associés à l'exploitation du site. Donc rapidement en termes de résultats, on peut tester différents scénarios. Donc voici le scénario où on va se fixer un objectif de production de 27 MW qui correspond à peu près à l'emplacement de 3 éoliennes qui correspondraient potentiellement à un site pilote. Donc ce qui est en gris très clair en mer, ce sont des unités qui n'ont pas été sélectionnées. Et au sud-est de Belle-Île, on a 3 unités qui ont été sélectionnées qui correspondent à la solution la moins coûteuse du point de vue des contraintes que l'on a fixées. Le modèle, on peut le faire tourner plusieurs fois, donc par exemple ici 100 fois. Donc on se situe là donc sur la carte de droite, et on va avoir grosso modo 2 zones qui vont revenir assez régulièrement, donc à la fois au sud-est de Belle-Île et autrement au sud-ouest de Groix. Et on peut quantifier en fait les effets potentiels de chacune des solutions sur chacune de ces zones. Donc ici, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est la représentation des coûts dans l'espace des contraintes, donc à la fois sur les récepteurs anthropiques, mais aussi sur les récepteurs environnementaux. Donc la solution 1, donc, qui est dite prioritaire, donc c'est le plus gros cercle qui figure sur ce graphique. On peut aller voir quelles sont les activités et les habitats qui sont susceptibles d'être impactés, ou du moins d'être concernés par les activités associées à l'éolien offshore flottant. Donc ces habitats sont représentés en rose ici sur le graphique de droite, et les activités potentiellement concernées en vert. L'échelle de mesure ici, c'est en pourcentage relatif de la sensibilité totale des habitats et à la fois des activités sur l'ensemble du site. Je ne m'attarde pas sur les résultats, c'était juste pour vous montrer à titre d'exemple ce que ça pouvait proposer. Un autre type de scénario, c'est, voilà, on va modifier en fait l'objectif de production. Donc ce serait un objectif de 250 MW. Et le modèle ici propose uniquement 2 solutions, quel que soit le nombre de répétitions qu'on va lui proposer. Donc en bleu, c'est la zone la moins coûteuse, et en jaune, la seconde zone qui est identifiée, qui est un peu plus coûteuse. Donc elles sont de la même manière que ce qu'on a vu précédemment représentées sur les graphiques. Et on peut voir le détail des habitats potentiellement concernés et des activités potentiellement concernées par la première des solutions. Donc c'était très rapide, mais en termes de conclusion, voilà, dans le cadre du projet APIL, on a pu élaborer un prototype qui s'est avéré fonctionnel dans le cadre juste de cet exercice qu'on a élaboré entre nous. Hein, il n'y a eu aucune arène de concertation. Mais ce prototype mobilise une approche comparative d'algorithmes. On utilise différents algorithmes, je ne rentre pas dans le détail, et qui prend en compte des contraintes topologiques, de compacité, de contiguïté aussi de cellules. C'est un prototype qui nécessite des informations qui sont issues d'un processus de co-construction qui a été important et qui permet la simulation de différents scénarios et qui, à mon sens, a l'avantage d'expliciter un certain nombre de choix qui peuvent être faits pour l'identification de zones potentielles. La contrepartie de ce prototype, c'est qu'il nécessite un socle de connaissances relativement important d'informations. Pour les 2 cartes de sensibilité, ça nous a pris à peu près 2 ans et demi pour pouvoir produire ces 2 cartes. Par exemple, cela nécessite la distribution spatiale des récepteurs anthropiques et environnementaux, qui parfois c'est une donnée qui peut être absente. Là, je n'ai pas mobilisé de la donnée relative à l'avifaune parce qu'on n'avait pas de données relatives à l'avifaune sur l'ensemble de cette zone. Ou alors on n'a pas eu accès à des données qui existaient, comme les données Valpena dont on a déjà parlé.
Et puis, une part importante, c'est aussi de qualifier les interactions potentielles entre les activités associées au parc éolien offshore flottant et les différents habitats ou autres activités, qui s'est fait dans le cadre d'ateliers, à dire d'experts sur le benthos, d'ateliers sur les activités de pêche professionnelle grâce à la collaboration avec le comité local des pêches, et dans le cadre d'entretiens semi-directifs aussi pour les activités nautiques et transports maritimes. En termes de perspective, juste une question, c'est quel pourrait être l'apport de cette démarche dans un cadre de processus de concertation sur la planification de zones potentielles. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à la présentation de Marie Lemarchand, qui était la doctorante du projet. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai fait donc mes 3 ans de thèse dans le cadre du projet APIL, encadré par François et par Frida Lasram, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. J'ai soutenu il y a 1 an et demi et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de la 3e partie de ma thèse, donc sur les impacts combinés du changement climatique et du parc éolien flottant de Groix-Belle-Île. Les conséquences pour les écosystèmes marins des parcs éoliens, elles sont déjà connues et documentées. C'est d'une part l'effet récif, c'est-à-dire la colonisation des câbles et des flotteurs par des organismes fixés, et ensuite l'effet récif, l'effet réserve, qui est dû à une restriction potentielle, partielle ou totale des activités de pêche à l'intérieur du parc. À ces effets vont s'ajouter les effets du changement climatique qui sont également bien connus, notamment les déplacements des aires de distribution des espèces locales, ainsi que l'arrivée de nouvelles espèces, par exemple des zones subtropicales. Donc tout ça, ça va avoir des impacts sur les réseaux trophiques, d'où la nécessité pour nous de faire de la modélisation écosystémique qui va nous permettre de projeter et de comprendre ces différents changements. Par écosystémique, on entend qu'on va modéliser l'ensemble du réseau trophique, donc des producteurs primaires jusqu'aux prédateurs supérieurs, et pas seulement se focaliser sur 1 ou 2 espèces qui seraient impactées. Pour la partie que je vais vous présenter aujourd'hui, on a fait principalement de la modélisation trophique. Et donc pour ça, on a utilisé le modèle EcoPass qui permet de modéliser les flux de carbone qui vont circuler d'un compartiment à l'autre dans le réseau trophique. Donc ça nous permet d'avoir une image du réseau trophique actuel à un instant T. Afin d'affiner les résultats d'EcoPass, on a 2 modules complémentaires. Le premier, ça va être EcoSim, qui permet de faire une projection temporelle du réseau trophique en intégrant par exemple l'évolution des biomasses au cours du temps ou bien les variations saisonnières, notamment de la production primaire. Le deuxième module, ça va être EcoSpace, donc qui va permettre de faire une projection spatiale du réseau trophique sur l'ensemble de la zone d'étude. Ça va nous permettre donc de répartir la biomasse en fonction par exemple de la bathymétrie ou bien des natures de fond. Nous, en plus, on a utilisé ce module pour ajouter les cartes de distribution actuelles et futures des poissons et des céphalopodes afin d'intégrer les effets du changement climatique sur ces espèces. Ce sont des résultats qui sont issus des premières parties de ma thèse et que je ne détaillerai pas ici. On a utilisé comme zone d'étude donc le parc de Groix-Belle-Île, sauf que le parc pilote était un peu trop petit pour voir vraiment des résultats avec le maillage qu'on a dans EcoSpace. Donc on a utilisé un parc un peu plus grand qui fait environ 120 km², ce qui correspond à un parc d'environ 250 MW, dont les natures de fond sont principalement composées de sable et de roches. Ici, je vais vous présenter 4 scénarios. Donc le premier scénario, c'est un scénario sans parc qui représente la période actuelle, donc sans changement climatique. J'ai ensuite fait 2 scénarios que j'ai appelés futurs, donc qui intègrent le changement climatique via la production, une augmentation de la production et de la consommation des groupes trophiques qui illustrent l'accélération des métabolismes dus à une augmentation de la température de l'eau, mais également l'arrivée d'espèces subtropicales, notamment des zones marocaines, et enfin les cartes des nouvelles distributions des espèces natives que j'ai présentées tout à l'heure. Et j'ai fait également 2 scénarios avec le parc éolien, donc qui intègrent l'effet récif, donc avec une augmentation des biomasses des espèces colonisatrices, notamment des moules, et un effet réserve, suite à l'interdiction de la pêche. Ici, on a choisi un scénario extrême ne connaissant pas la future réglementation qu'il y aura dans le parc. Et pour voir vraiment les effets, on a choisi un scénario dans lequel il n'y aurait pas du tout de pêche à l'intérieur du parc.
Donc je vais vous présenter des résultats sur 3 niveaux d'interprétation. Le premier va comparer les 2 scénarios sans parc afin de voir les effets du changement climatique. Le deuxième va comparer les 2 scénarios sans changement climatique afin de voir cette fois les effets du parc éolien. Et enfin, dans un troisième temps, les effets des 2 scénarios extrêmes afin de voir les effets combinés du changement climatique et du parc éolien. Le réseau trophique qu'on a utilisé comporte 54 groupes qui vont des bas niveaux trophiques, donc en bas du graphique, les niveaux 1 qui représentent les producteurs primaires, jusque les prédateurs supérieurs de niveau trophique 4 ou plus en haut du graphique. Ici, je vais vous présenter dans les résultats 3 groupes différents. Le premier représente les consommateurs, donc de niveau trophique 2 ou plus. Les consommateurs supérieurs de niveau trophique 3,25 ou plus. Et les prédateurs supérieurs de niveau trophique 4 ou plus. Donc, je vais maintenant passer aux résultats. Donc, je vais vous présenter 3 figures qui sont toutes faites sur le même modèle, c'est-à-dire que c'est une série de graphiques représentant 4 box plots. Chacun des box plots représente un des scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure. Les 2 en bleu clair représentent les scénarios sans changement climatique, donc sans parc et avec parc. Et les 2 bleus foncés représentent les scénarios avec changement climatique, sans parc et avec parc. Je vous présente également les 3 groupes trophiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec à gauche les consommateurs, au centre les consommateurs supérieurs et à droite les prédateurs supérieurs. Pour cette première figure, je vais vous montrer les évolutions des biomasses à l'intérieur et à l'extérieur du parc. Donc les 3 graphiques du haut représentent les biomasses à l'intérieur du parc et les 3 graphiques du bas sur le pourtour immédiat à l'extérieur du parc. Donc si on regarde en premier les effets... Ah oui, j'avais sauté une... si on regarde en premier les effets du changement climatique, on voit dans un premier temps que pour les consommateurs supérieurs, au centre, on a une augmentation des biomasses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc, qui peut s'expliquer principalement par l'arrivée des espèces subtropicales. En revanche, on voit qu'on n'a pas vraiment d'effet sur les biomasses pour les niveaux trophiques 2 et 4, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc. Ça peut être dû au fait que les cartes de distribution que j'ai intégrées pour simuler le changement climatique étaient principalement centrées sur les consommateurs supérieurs, les invertébrés benthiques et les mammifères et les oiseaux n'avaient pas de carte de distribution future. Si on regarde les effets de l'implantation du parc éolien, on voit qu'on a une augmentation générale des biomasses à l'intérieur du parc pour chacun des groupes trophiques. Donc ça peut s'expliquer par l'attraction autour des éoliennes pour le nourrissage. Et on voit qu'on a également une augmentation générale à l'extérieur du parc cette fois, donc ce qui traduirait un spillover. Par spillover, on entend un débordement de la biomasse de l'intérieur vers l'extérieur du parc. C'est une des caractéristiques des réserves naturelles. Et enfin, quand on regarde les effets combinés des 2, on voit qu'on a une diminution des biomasses des niveaux des consommateurs à l'intérieur du parc. Mais pour tout le reste, on voit plutôt une augmentation des biomasses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du parc. Donc, ce que nous apprend cette première figure, c'est qu'on a plus d'effets du changement climatique que du parc éolien, mais qu'on a quand même un spillover, donc un débordement de la biomasse assez important. Je vais maintenant vous présenter une deuxième figure, donc qui cette fois va comparer les biomasses à l'intérieur et à l'extérieur du parc pour les 2 scénarios avec parc éolien. Donc les box plots clairs représentent l'intérieur du parc et les foncés représentent l'extérieur du parc. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a plus de biomasse à l'intérieur du parc, ce qui confirme l'attraction autour des éoliennes qu'on a vu tout à l'heure dans la première figure. Mais il est intéressant de noter qu'on voit aussi pour les niveaux 2 et 3,25 qu'on a un spillover qui semble être plus marqué avec le changement climatique. Donc ça pourrait s'expliquer par une cascade trophique qui serait accentuée à l'intérieur du parc par l'arrivée des espèces subtropicales. Dans un troisième temps, je vais vous présenter les captures de pêche donc à l'extérieur du parc. Ce qu'il faut bien savoir ici, c'est qu'on a utilisé un effort de pêche qui est constant sur les 4 scénarios. On n'a pas changé en fonction de l'implantation du parc ou du changement climatique. Donc ici, on voit qu'on a une diminution générale des captures
qui peut s'expliquer par le fait qu'on a des biomasses d'espèces qui sont très pêchées qui vont diminuer, principalement des espèces démersales ou des poissons plats. Ça, c'est un résultat que j'avais déjà observé dans la première partie de ma thèse, dont sont issues les cartes que j'ai intégrées ici. Avec l'implantation du parc éolien, en revanche, on voit qu'on a cette fois une augmentation générale des captures à l'extérieur du parc, donc qui fait suite au spillover qu'on a mis en évidence dans les deux premières figures. Et enfin, quand on regarde les effets combinés du changement climatique et du parc éolien sur les captures, on voit cette fois qu'on a plutôt une diminution générale des captures à l'extérieur du parc. Donc une fois encore, on voit qu'on a plus d'effets du changement climatique que du parc éolien sur les captures. Donc, je vous fais une synthèse rapide de tous ces résultats. Donc, pour le changement climatique, on voit que pour les niveaux 2 et 4, les niveaux trophiques 2 et 4, on a une biomasse qui reste assez stable, mais une diminution des captures. En revanche, pour les consommateurs supérieurs, on a vu qu'on avait plutôt une augmentation des biomasses, mais une diminution des captures. En revanche, avec l'implantation du parc éolien, on a vu qu'on avait un effet spillover assez important, c'est-à-dire une augmentation des biomasses et des captures à l'extérieur du parc, donc qui pourrait venir compenser les effets du changement climatique. On a vu également qu'on avait une forte attraction des animaux à l'intérieur du parc, autour des différentes éoliennes et pour chacun des niveaux trophiques. Et enfin, quand on combine les effets du parc éolien et du changement climatique, on a vu que pour chaque niveau trophique, on avait une augmentation des biomasses, mais une diminution des captures. Donc globalement, ce que ces résultats nous apprennent, c'est que le changement climatique semble avoir plus d'effets sur les communautés marines locales que le parc éolien, qui pourrait venir compenser un peu les effets négatifs du changement climatique. Donc une des perspectives après, une des suites de cette étude serait de faire des scénarios de pêche qui s'adapteraient justement à l'implantation du parc éolien et au changement climatique pour voir un peu comment ça a géré sur les communautés locales. Merci Marie. Donc je ne suis pas Frida Lasram, elle s'excuse de ne pouvoir être parmi nous, elle est à Boulogne-sur-Mer. Et donc, elle m'a demandé de faire sa présentation à sa place. Donc, une des questions qu'on s'est posées dans le cadre de ce projet, c'était d'évaluer la contribution des parcs éoliens en mer aux objectifs de conservation de la biodiversité. Alors, évidemment, les aires marines protégées sont maintenant reconnues comme un outil efficace de réduction de l'érosion de la biodiversité. Mais évidemment, leur implantation doit obéir à plusieurs critères, notamment la protection des trois facettes de la biodiversité, qui sont la biodiversité taxonomique, fonctionnelle et phylogénétique, c'est-à-dire la représentativité. Il faut également éviter la redondance, c'est-à-dire éviter de protéger un même groupe d'espèces plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Et bien sûr, il faut tenir compte des effets du changement global en définissant des entités de mise en réserve persistantes dans le temps, c'est-à-dire qui sont capables de continuer de protéger les zones et les espèces identifiées malgré les mouvements migratoires des espèces. Et en fait, tout ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle la planification de la conservation. La Convention sur la diversité biologique vise à protéger 30% des écorégions marines à l'aide d'un réseau de protection écologiquement représentatif et bien relié d'ici 2030. Et 2030, c'est maintenant, c'est la fameuse cible 11 d'Aichi. Et évidemment, cet objectif, à l'échelle mondiale, il est loin d'être atteint. Et de ce fait, des entités spatiales complémentaires aux aires marines protégées ont été proposées comme zones permettant d'aider à atteindre cette cible. Il s'agit de zones qui bénéficient déjà d'une forme d'exclusion de certaines activités humaines, comme par exemple les zones militaires, et puis, pourquoi pas, les parcs éoliens. Et donc, on se pose ici la question de la congruence spatiale entre les hotspots de diversité, et dans cette étude, c'est la diversité des poissons, à laquelle on s'est intéressé, les AMP et les parcs éoliens en France métropolitaine. Alors, vous avez sur cette carte la représentation des aires marines protégées donc, sur la façade Manche Atlantique en bleu et les emplacements des futurs parcs éoliens en rouge. Et donc, on s'est servi de cette carte. La méthodologie qui a été adoptée, elle repose sur une cartographie des trois facettes de la diversité. Donc, au sein de chacune des cellules de cette grille, on a représenté chacune des diversités
des diversités. Et donc sur cette première carte, vous voyez la carte de la richesse spécifique, donc la diversité taxonomique. Les zones en rouge sont les zones dans lesquelles on a le plus de poissons et les zones en bleu sont celles où on a le moins de poissons. Et vous voyez qu'on a les hotspots de diversité, donc les zones où il y a le plus de diversité qui sont à la pointe Bretagne et au sud Bretagne. Et on peut compter dans une cellule jusqu'à 234 espèces de poissons. Dans cette étude, on s'est également intéressé à la diversité fonctionnelle. Donc on a développé un indice de richesse fonctionnelle basé sur les travaux de Villégier. Cette matrice comprenait 12 traits fonctionnels, la taille, la distribution verticale, l'habitat, la profondeur, la migration, la reproduction, l'inversion de sexe s'il y en avait, les stratégies reproductives, le comportement et le régime alimentaire, qui nous a permis en fait de définir des volumes d'enveloppes. Et puis donc de représenter cette diversité fonctionnelle. Donc là encore, quand c'est rouge, la diversité est forte, quand c'est bleu, elle est faible, elle est plus faible. Et vous voyez qu'on a encore des hotspots de diversité fonctionnelle au niveau de la Bretagne et dans le golfe de Gascogne. Et puis finalement, la diversité phylogénétique a été utilisée, a été employée à l'aide d'arbres phylogénétiques à partir de séquences gènes-banques du gène mitochondrial codant pour l'ARN 16S ribosomal. Donc l'idée là, c'est de faire la somme des longueurs minimales de toutes les branches phylogénétiques pour avoir évidemment un ensemble de taxons sur l'arbre phylogénétique. Et la cartographie obtenue, eh bien, vous voyez que là encore, les hotspots, les zones de forte diversité, sont en rouge et elles correspondent toujours à la pointe Bretagne, un petit peu au sud Bretagne, et puis on en trouve en Manche alors qu'il n'y en avait pas précédemment. Alors, au final, il s'avère que la zone où il y a une congruence spatiale entre les trois facettes, eh ben, c'est la Bretagne, donc cocorico, si je puis me permettre. On s'aperçoit aussi que le réseau de protection, il est même très côtier, et que finalement, il y a peu de superposition des parcs éoliens avec des hotspots de diversité. Alors, ça peut être vu de deux manières, comme un point positif, puisque les hotspots ne sont pas impactés par les parcs éoliens, et puis comme un point amélioré, puisque la Convention sur la diversité biologique prône la considération des parcs éoliens comme des entités complémentaires de conservation, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Donc pour conclure sur ce travail, eh bien, en partant de l'hypothèse que les parcs éoliens pourraient effectivement constituer des zones nouvelles pour la protection de la biodiversité, les gains de surface sous protection seraient finalement relativement plus élevés. C'est en Manche qu'il serait le plus élevé, il serait finalement pas très élevé. Mais évidemment, le débat concernant ces zones persiste et pour pouvoir répondre à cette question, il serait également nécessaire de considérer les autres impacts et de les intégrer dans une démarche d'optimisation qui vous a été présentée précédemment. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Donc c'est Roda Fofa qui représente Nathalie Niquil, qui n'a pu se déplacer et qui va nous présenter donc la modélisation du socio-écosystème. Nathalie Niquil est moderne qui a travaillé sur cette partie du projet pendant 1 an. Alors, la tâche 4.4 sur la modélisation socio-écosystémique, on sait aujourd'hui que le développement des activités anthropiques, comme les parcs éoliens en mer et la protection de l'environnement, sont souvent mis en conflit au sein d'une problématique plus large, celle de l'épuisement des ressources naturelles. La célèbre prix Nobel d'économie Ostrom explique que pour mieux faire face à la perte de ressources humaines et non humaines, il est nécessaire de comprendre les dynamiques à la fois humaines et non humaines. Et pour ce faire, les humains doivent être intégrés de manière complète à l'analyse écosystémique comme une composante de l'écosystème au même titre que les éléments biodiversité. La construction du système socio-écosystémique
écologique et dont une méthode qui permet de faire et de procéder à ce type de réflexion. Alors, le réseau des acteurs, pour penser conjointement les acteurs les enjeux écologiques et sociaux, on a pris encore le réseau des acteurs, tel qu'il a été défini dans la tâche 4.3 tout à l'heure, et le réseau trophique, tel qu'il a été défini dans les travaux de Marie. Tel a été le point de départ de la réflexion, qui a permis de mettre en évidence certaines questions de recherche, telles que de comprendre les liens indirects qui structurent le système socio-économique, socio-écosystémique, parce que j'avais économique aujourd'hui, et plus précisément de comprendre en quoi le socio-écosystème nous permet d'envisager les modifications apportées par la construction de la ferme pilote, et dans un deuxième temps, d'essayer de comprendre s'il y a des activités humaines en conflit dont la maximisation ne peut être atteinte en même temps. C'est-à-dire, concrètement, de mettre en évidence les variables du système qui semblent le plus sensibles à l'introduction du parc éolien offshore. Alors, concrètement, en termes méthodologiques, on a utilisé la méthode de la loop analysis, ou analyse des boucles de Levin, qui est basée sur des équations qui relient entre eux tous les éléments du réseau d'interaction. Ce réseau qui comprend les variables humaines, telles que le tourisme industriel, la plaisance, la pêche, qui est définie ici par métier, ou encore les éléments de l'écosystème, comme les éléments du réseau trophique. Et on ne va pas chercher ici à savoir, à quantifier chaque influence, mais juste on se demande si l'influence est positive ou si elle est négative. Dans l'exemple à droite, on a une relation prédateur Z sur une proie Y et qui est positive par rapport à qui est positive dans un sens et négative dans un autre. Mais on a aussi un troisième acteur, le X, qui va avoir une influence positive sur le prédateur, mais négative sur la proie. Donc en plus, les petites boucles supplémentaires, ce sont des boucles de rétrocontrôle qui permettent de montrer que ces trois variables ont une capacité limitée. Alors, la version finale du modèle socio-écosystémique pour le parc éolien de Groix-Belle-Île était composée de 20 variables, étant donné qu'on partait de plusieurs variables définies d'un point de vue sociologique et écologique. Parmi ces 20 variables, 12 sont des variables sociologiques. Elles ont été considérées comme variables humaines et 8 sont des variables écologiques. Les relations entre les variables écologiques étaient de type prédateur-proie, comme je l'ai dit précédemment, et elles ont été établies à partir des travaux de thèse de Marie Lemarchand. Pour des questions de stabilité, on a dû supprimer certains liens, les liens les plus faibles notamment, et nous avons décidé, dans les relations de type prédateur-proie, de supprimer dans ces liens faibles. Et quant aux liens entre les variables sociologiques et les variables écologiques et sociales, ils ont été établis à partir de l'étude d'impact environnemental et à partir d'un travail collaboratif qui a été mené avec les partenaires du projet APIL. Alors, la carte thermique ici nous montre comment les variables ont été impactées par les perturbations qui leur ont été appliquées. On regarde en fait l'effet d'une perturbation des variables en ligne sur les variables impactées en colonne. C'est en fait un moyen d'estimer les tendances qui émergent des perturbations causées par l'implantation du parc éolien offshore. Lors de l'analyse de cette carte thermique, les premières choses que nous avons mises en évidence sont les dendrogrammes. Ce sont ces arbres qui regroupent les variables de même réaction. Elles sont positives quand elles sont bleues. Elles sont en rouge, c'est les variables, les réactions négatives. Et en neutre, en blanc sont les réactions neutres. Alors, deux groupes étaient clairement distincts en termes de réponse. Le premier groupe, celui en vert, semblait présenter des variables qui réagissaient
de manière similaire, de manière homogène, selon les variables. Et dans le deuxième groupe, celui qui est en jaune, on voit bien que les réponses étaient beaucoup plus variées, beaucoup plus mitigées entre les variables. Ce qui a montré que les variables, ceci nous a permis de mettre en évidence les variables les plus sensibles. Chaque fois qu'une variable d'entrée est modifiée, on voit que la réponse est différente selon le groupe modifié. Ensuite, sur la table, un autre élément sur cette table de prédiction, c'est que nous pouvons identifier que la variable la plus affectée par l'introduction du parc éolien flottant, c'est la variable sur la navigation de plaisance, qui est ici marquée en PB. Les variables qui décrivent le parc éolien flottant, à la fois en termes de surface et en termes de nombre de turbines, ont eu un impact négatif clairement évident sur la variable navigation de plaisance, comme sur les autres variables. Mais en fait, la topologie du système n'a pas créé de rétroaction qui aurait prévalu sur l'impact négatif que cause la fermeture du parc à la navigation de plaisance. On a ensuite ces variables qui sont liées à la pêche. Ici, TRF et LF, c'est pour pêche au casier et pêche à la ligne. Elles ont également semblé être le plus négativement impactées que les autres variables, dans la mesure où la zone a été fermée à la pêche et à ces types de pêche en particulier. Et ce sont des types de pêche qui ne peuvent pas être pratiqués sur tous les poissons. Donc l'impact négatif ici n'a pas pu être surmonté. La chose contraire est observée avec la pêche au chalut, qui est ici marquée en TWF. On voit que les impacts négatifs étaient un peu plus ambigus. Il semblerait donc que le parc éolien offshore puisse avoir un effet négatif, mais à des conditions particulières. Alors, pour conclure sur cette étude et cette modélisation du socio-écosystème, l'intérêt de la méthode qu'on a utilisée est d'abord c'est une approche participative qui a permis de récolter par 10 d'acteurs et de travailler ensemble entre plusieurs types d'entités au sein d'APIL sur la manière de définir les variables et les liens entre ces variables, même si on a utilisé également l'étude d'impact environnemental. On a aussi pu caractériser l'émergence de nouveaux socio-écosystèmes en lien avec l'arrivée du parc éolien offshore. Et dans un deuxième temps, on a mis en évidence des relations indirectes de cause à effet grâce à au tableau de prédiction. Et enfin, cette analyse, en fait, cette modélisation permet d'aller vers des analyses plus poussées de sensibilité. C'est-à-dire qu'on pourra répondre à des questions relatives aux conséquences des mesures de gestion sur le système socio-écologique. On pourra aussi envisager une problématique selon laquelle comment un amoindrissement d'éventuelles conséquences négatives peut être envisagé en lien avec l'introduction d'un nouveau parc éolien offshore. Je n'ai pas détaillé toute la méthode, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Merci beaucoup, Reda. On va donc pouvoir passer aux questions. Si vous avez des questions sur ces aspects plutôt de méthodologie et sur les résultats qu'on a pu obtenir avec cette méthodologie. Armand a une question. Merci. Une question qui me taraude un petit peu là. Quand on parle de parcs éoliens offshore, est-ce qu'on n'oublie pas de les classer suivant le type de production d'énergie électrique? Parce que si on n'en fait que du 225 000 volts en alternatif, a priori, il y a un linéaire de câbles qui bride sérieusement
l'envoie vers le large de ces parcs, là, dans les 80-90 km maximum. Autrement, il y a un effet qui est un effet de self, le courant se détériore, quoi. Et après, il faut passer en courant continu. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir une représentation de cette espèce de ceinture d'éoliennes qui va suivre tout le long du littoral et qui sera alors plus ou moins à l'intérieur des 12 000 pour la taxe, parce que les collectivités veulent une partie à l'intérieur des 12 000, et plus ou moins de l'autre côté parce qu'on ne veut pas les voir. Voilà. Donc là, si on va suffisamment loin, il faudra passer en courant continu. Et pour l'instant, je n'ai jamais vu cette présentation-là. Et autrement, pour revenir sur la planification, l'esprit que l'on a développé dans le Conseil maritime de façade NAMO, c'est de planifier les activités et les usages d'abord, c'est-à-dire le bien-être et l'emploi pour l'humain, voilà, mais dans le respect des nécessités environnementales, c'est-à-dire en veillant à ne pas déborder les bornes des limites, voilà, du côté environnemental. Alors que là, on se retrouve maintenant, sur les cartes que vous avez présentées, il n'y a pas Natura 2000 au large, sauf que Natura 2000 au large, c'est 55% de nos zones jusqu'à la limite de la ZEE. Je parle des zones de NAMO, Nord-Atlantique, Manche-Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Et quand on aura fini dans ces zones Natura 2000, quand on aura fini l'analyse de risque de porter atteinte aux objectifs de conservation des habitats, puis des espèces classées Natura 2000, à voir ce qui se profile, c'est un bon tiers de la zone qui sera interdite, soit à des engins, les arts traînants, pour faire simple, on les cible facilement, soit à des pratiques. Et là, pour le coup, ce sont des zones de protection fortes. Alors la question, c'est, il faudra présenter la réponse si possible, c'est quelle place on va garder pour que la pêche de capture et les élevages marins puissent continuer à travailler à l'horizon 2050. Et ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, je ne vois pas de réponse qui se profile à l'horizon. Merci. Merci Armand pour cette question. Mon point de vue, c'est qu'à l'horizon 2050, le prix du pétrole sera tellement cher que les arts traînants seront auto-éliminés de la zone. Et c'est ce qu'on va voir, je pense, dans les jours qui viennent, avec les décisions des pêcheurs de ne plus, de rentrer en fait. Donc l'horizon 2050 pour les arts traînants semble sombre. J'avais une question suite à l'intervention de Madame Lemarchand. J'ai pas très bien compris sur quelles données elle se basait pour les résultats, puisque notamment pour l'effet récif, dans la première partie de l'après-midi, vous disiez on est passé très rapidement sur l'effet récif, puisque vous n'aviez pas sorti les mouillages, il me semble. Donc on est passé très rapidement là-dessus, donc je me suis posé la question sur quoi elle se base pour les résultats, et notamment pourquoi aussi dans ces résultats n'est pris en compte que les conséquences effet récif et effet réserve, et quid par exemple, je pense aux impacts cumulés que mettait en avant le Conseil national de la protection de la nature dans son autosaisine de plusieurs parcs, puisqu'on parlait de la planification, donc de plusieurs parcs sur en tout cas pour la Bretagne, les vents sont très forts, donc pourquoi ce type de conséquences n'est pas pris en compte alors que le CNPM en l'occurrence s'inquiétait vis-à-vis du changement climatique également. Merci. Marie, si tu veux répondre, moi je pourrais compléter éventuellement. Merci. Pour la première question, donc sur le biofouling, j'ai utilisé principalement la littérature. En Manche, mer du Nord, on a pas mal d'études in situ qui permettent d'avoir des biomasses de biofouling. Donc du coup, j'ai utilisé ça pour savoir un peu, pour avoir une estimation chiffrée du biofouling qu'il pourrait y avoir sur la zone. Et la deuxième question, c'était sur les cumuls des parcs, c'est ça ? Pourquoi avoir pas pris les autres conséquences des parcs dans la prise en compte justement de ces données pour produire des résultats ? Là, pour l'instant, je voulais prendre vraiment en compte les effets principaux qui sont les plus connus. Après, j'étais un peu limitée dans le temps aussi, et du coup, on n'a pas forcément développé plus d'autres conséquences. On a pris celles qui étaient les plus connues pour l'instant, et pas forcément... Voilà, il y avait des choix temporels à faire, et du coup... Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième question. C'est quoi les autres effets des parcs ? Après, je m'y connais plus pour l'éolien posé que l'éolien flottant, mais justement, le flottant, il n'y a pas beaucoup de littérature, il me semble, sur la question. Et là, juste pour citer que l'autosaisine du CNPM
CNPN, pardon, il y a les impacts cumulés, enfin tous les impacts plus négatifs qui ressortent en général des parcs éoliens. Bon, pour ma part posée, mais je me dis que dans l'incertitude qu'il y a autour des flottants, enfin, pourquoi n'avoir pris que l'effet réservé, que l'effet récif? Mais de quels impacts vous parlez? Quels sont les autres impacts négatifs? Les impacts cumulés, la pollution, Après ça, je sais bien que pour le flottant, je m'y connais beaucoup moins, donc je ne tirerai pas là-dessus. Mais le bruit, la turbidité, le démantèlement, enfin toutes ces choses-là. Alors, c'est des modèles trophiques en fait, donc c'est des modèles d'interaction proie-prédateur. Donc on ne peut pas prendre en compte, par exemple, dans ce modèle, l'impact du bruit, si tant est qu'il y avait un impact sur la faune, par exemple. Ce n'est pas des modèles qui nous permettent de répondre à ce genre de questions. Voilà. Il faut qu'on ait des informations sur... Il faut qu'on ait des informations sur les effets de ces impacts sur, par exemple, les biomasses ou la production ou la consommation des animaux, mais pour nous permettre de voir comment ça va impacter les interactions entre les différents groupes trophiques. Juste par rapport à la question du cumul d'impact, j'en parlerai juste après, pour conclure voilà, sur la partie des projets. On est en cours de montage actuellement d'un projet dédié sur l'intégration du cumul d'impact, alors basé sur les travaux du groupe de travail national GTECUM, mais nous, c'est comment utiliser les outils écosystémiques pour intégrer un certain nombre d'impacts cumulés, que ce soit à l'échelle locale, donc là c'est éventuellement plusieurs éoliennes avec les différents impacts qu'on peut considérer, parce que comme disait François, on ne peut pas tout considérer dans le modèle écosystémique, et aussi le cumul d'impact par rapport à une échelle plus large, quand on a différentes activités et différents parcs EMR qui s'installent, donc avec une vision plus globale. Donc c'est la question du cumul d'impact telle qu'elle a été travaillée par le groupe de travail national GTECUM. Oui, moi, mon constat sur la perception qu'ont les professionnels de la pêche sur l'impact sur les ressources halieutiques, c'est qu'il y a une véritable défiance sur un impact parfois imaginatif, mais je les comprends parce qu'ils ont une crainte de perte de la ressource. Et ma question, est-ce qu'il n'y a pas un retour d'expérience suffisant sur un parc éolien qui montrerait finalement, qui arriverait à objectiver en fait cet effet sur la production halieutique? Parce que je comprends qu'on a des démonstrations d'augmentation de biodiversité, de biomasse. Par contre, moi, je n'ai pas à ma connaissance un retour d'expérience qui montre une augmentation de production halieutique. Et est-ce que vous avez cette connaissance-là, ou est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ce sujet? Alors, l'effet spillover, il est connu quand même. Hein. L'effet spillover, c'est donc ce débordement, on va dire, de biomasse, mais il est extrêmement local. Et il se produit vraiment marginalement autour des aires marines protégées, autour des parcs. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'une pêcherie, ce n'est pas forcément des choses qu'on peut voir. À l'échelle locale, on peut le voir, mais à l'échelle d'une grande zone comme le golfe de Gascogne, c'est évidemment des biomasses qui sont relativement négligeables. Voilà. Tout dépend de la taille de l'aire marine protégée, en fait. Et là, on est sur des tailles, vous avez vu, c'est 14 km². Donc c'est une toute petite zone. À l'échelle du cycle de vie des différentes espèces de poissons, voilà, c'est vraiment des toutes petites zones qui sont protégées. Et donc, forcément, on voit un tout petit effet quand il y en a un. Oui, une question ? Oui, bonjour. C'était par rapport au modèle là, de M. Tisson, et où il parlait il définissait une cible à atteindre, et en fonction de ça, essayer de mettre les différentes contraintes. Et je me posais la question si c'est le genre de modèle où on peut mettre deux cibles, parce que là, c'était une cible par rapport au parc éolien, mais mettre en parallèle une cible d'un objectif de pêche, par exemple, et du coup de faire la modélisation avec l'objectif d'atteindre les deux cibles en même temps. Et donc du coup considérer plus la cible des pêcheurs, ce qu'eux ils ont besoin, ou maintenir ce qu'ils ont déjà, tout en essayant d'atteindre l'objectif énergétique des parcs éoliens. Alors, le type de modèle qui a été utilisé pour faire ce test-là permet d'étudier les questions posées de différentes manières. Là, on vous a montré la manière de le faire via une question.
On peut le faire d'autres manières et ça a été utilisé dans plein d'autres cas d'études et c'est souvent utilisé pour la création d'aires marines protégées justement où les cibles à atteindre sont par exemple la protection, je prends un exemple, à 20% de tel groupe d'espèces ou tel groupe d'habitat. Mais ce type de modèle prend en compte aussi des objectifs sociaux, socio-économiques, pour créer par exemple des zones où on va maintenir une activité professionnelle d'extraction. Alors nous, on a essayé d'utiliser ce cadre de fonctionnement et de lui tordre un peu le cou pour l'appliquer à l'éolien. Parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Et c'était pour ça que c'était une sorte de test méthodologique. Il s'avère que ça a fonctionné comme ça. Après, s'il faudrait intégrer des objectifs de maintien de l'activité de pêche, on pourrait le faire, mais on perdrait dans ces cas-là. On ne pourrait pas mettre 2 cibles, par exemple. Ou alors il faudrait créer d'autres modèles. Il faudrait recréer vraiment à la main d'autres modèles. Ouais. Après, quand on réfléchit sur ces questions-là, j'imagine, il va falloir disposer de données pertinentes pour traduire justement les endroits préférentiels de pêche et de production halieutique aussi. On a pas mal de variabilité temporelle aussi à prendre en compte. Donc là, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus, mais il faudrait aussi disposer de ces informations. Ouais. En utilisant le modèle tel qu'il est, là, on peut très bien aussi supprimer le coût relatif aux récepteurs environnementaux et ne garder que le coût, l'indice de sensibilité cumulé relatif à la pêche professionnelle. Et ça permettra d'identifier, compte tenu des informations dont on dispose, quels seraient les sites potentiels qui vont limiter les contraintes sur la pêche professionnelle. Et je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas, de produire ces informations dans un cadre de concertation pour trouver des compromis dans ces cas-là. Ouais, juste pour compléter ce que vient de dire Damien, je pense qu'il l'a assez bien dit tout à l'heure dans sa présentation. L'enjeu, il est d'arriver à lier l'échelle de restitution de la sensibilité des activités. D'accord ? Et donc ça, c'est compliqué. Je me rappelle de l'atelier qu'on a fait donc au comité des pêches à Lorient. C'est pas simple de définir effectivement une sensibilité par type d'engin, par exemple. Et donc, si on voulait approcher ça de manière efficace, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait être capable de mettre en regard de cette sensibilité la sensibilité des espèces qui sont ciblées par ces métiers. Et d'avoir une grille de définition en fait, qu'on puisse comparer entre les deux récepteurs. Et là, ce serait effectivement possible d'approcher cette solution-là. Mais ça nécessite un sacré boulot parce que, effectivement, le principe de ces démarches d'optimisation, c'est de s'affranchir en fait de tout ce qui va être spécifique localement. Ça veut dire qu'il faut un très gros niveau d'abstraction pour être en mesure en fait, de qualifier la sensibilité de l'activité indépendamment de quelques exemples qu'on a en mémoire. Et ça, c'est extrêmement difficile à mener comme démarche. Donc l'enjeu, il est réellement là. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions. Georges, je te passe la main. Oui. Juste, avant de laisser la main à François pour conclure cette journée, je voulais quand même rappeler un petit peu l'approche écosystémique, l'historique et les perspectives de cette approche sur laquelle on travaille depuis quelques années. Donc le projet APIL qu'on a présenté aujourd'hui, c'est un projet qui vient suite à un premier projet qu'on avait lancé en 2016, le projet Trophique, qui était le premier projet qui a adapté les outils de modélisation trophique au contexte du développement des EMR. Qui a permis de préparer les bases des modèles écosystémiques sur lesquels on a poursuivi les travaux. Suite à ça est venu le projet APIL
dans lequel on a souhaité travailler sur la transversalité entre justement l'approche écologique avec les modèles écosystémiques et l'approche socio-économique. Donc voilà, un premier projet de transversalité entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Et après, en parallèle du projet APIL, il y a le projet Windsurf qui a été lancé en 2020, donc 2 ans après APIL, et qui se termine aussi à la fin de cette année, qui est venu en fait rajouter des briques de développement méthodologique à ce qui est fait dans le cadre du projet APIL, notamment sur 2 points importants. Un premier point sur l'amélioration des modèles trophiques via une meilleure prise en compte des bas niveaux trophiques, du plancton dans la modélisation, qui est une part importante du fonctionnement de l'écosystème. Enfin, voilà, c'est la base du fonctionnement de l'écosystème. Donc ça, d'un côté, l'amélioration des outils et une meilleure prise en compte de ces bas niveaux trophiques, et de l'autre, le développement de ce qu'on appelle les services écosystémiques, en lien avec le développement des EMR, des parcs EMR, donc les services écosystémiques marins, et comment les parcs EMR vont venir modifier ces services écosystémiques. Donc le lien, encore une fois, avec ces services qui sont rendus quelque part aussi pour l'homme. Mais voilà, il y a différents types de services. Il y a les services de production, il y a les services aussi en lien avec les aspects culturels. Voilà, donc toute cette définition qui a été aussi faite dans le cadre du projet Windsurf, qui se termine en fin d'année. Et on va aussi également faire une réunion de restitution des résultats de ce projet en fin d'année, probablement à Dunkerque ou à Wimereux. Voilà, parce que le cas d'étude était le site de Dunkerque. Voilà. Et enfin, le projet Nestor. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de montage actuellement. On va le déposer à la fin du mois. Et c'est justement ce projet qui se nourrit donc de cette suite et qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans les outils qu'on a développés, avec l'idée de travailler sur une approche imbriquée, avec des échelles imbriquées, pour pouvoir gérer, traiter des enjeux, que ce soit des enjeux environnementaux ou des enjeux socio-économiques, à des échelles différentes. Et dans ce projet, le cœur du projet va être justement la question de comment on intègre la question du cumul d'impact à des échelles différentes, que ce soit d'un parc sur l'écosystème dans lequel il s'intègre, ou que ce soit de la multiplication de parcs sur une façade donnée, sur un bassin donné, avec aussi les autres activités existantes. Donc toute cette question autour du cumul d'impact, sur laquelle, bien évidemment, il y a déjà des éléments du projet trophique APIL Windsurf qui ont nourri cette réflexion, mais là, l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner la filière des EMR en général dans l'adaptation d'outils pour pouvoir prendre en compte cette question de cumul d'impact qui est aussi une obligation légale à mettre en place dans les études d'impact dans les années à venir. Donc voilà, on essaye aussi de pousser les outils pour pouvoir accompagner ce type d'études sur le cumul d'impact. Donc ce projet-là, voilà, il est en cours. On espère qu'il va être validé et qu'on pourra le lancer en fin d'année pour pouvoir poursuivre les travaux sur cette approche écosystémique. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que tous les projets qu'on développe, donc là on a parlé du projet APIL aujourd'hui, il y a eu le projet Trophique avant, notamment il y a eu un rapport de recommandation qui a été produit à l'issue du projet Trophique pour présenter la manière dont l'approche écosystémique peut être implantée pour les EMR, quel type de données il faut collecter, comment on développe la méthodologie, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, quelles sont les recommandations pour la filière dans cette approche écosystémique. Et tous les travaux du projet Trophique, et pareil pour le projet APIL, tous les travaux, tous les livrables, les données collectées, les publications scientifiques, tout ça vont être disponibles sur la plateforme Rescore, qui est une plateforme qui vient d'être lancée en janvier 2022, qui est le centre de ressources national dédié à la filière des EMR françaises. Et donc c'est un portail qui va permettre de centraliser toutes les données, les informations, les livrables, les publications issues des projets de recherche et développement
sur justement la question de l'intégration des parcs EAMR. Et donc, pour le projet trophique, les livrables sont déjà disponibles, donc vous pouvez les retrouver. Pour APIL, ça va être fait dans les semaines à venir. Donc, notamment, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de livrables qui vont être publics, entièrement publics, qui seront directement disponibles donc, sur cette plateforme de Rescore. Merci Georges. Moi, il me reste, pour conclure, à vous remercier tous d'être venus assister à cette réunion de restitution. À titre personnel, je suis moi très heureux d'avoir pu participer à ce projet avec mes collègues de sciences humaines et sociales, avec bien sûr mes collègues de sciences de la nature, avec France Énergie Marine, avec nos amis pêcheurs et avec les industriels. Je suis pour ma part convaincu que dans l'avenir, c'est ce genre d'approche qu'il faut développer pour rapprocher les scientifiques un maximum des citoyens. J'espère que nos travaux seront utiles. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que la science de l'excellence, c'est bien. La science de la pertinence, c'est bien aussi. Et j'espère qu'on a réussi à faire les deux. Voilà, je vous remercie.